11h05 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous accompagner sur cette heure consacrée au football, à la réalisation Fouad Hamadi. Au sommaire, l'actualité. Nabil Ma'aloul, le Tunisien, quitte et remercié par l'USMA d'Alger. Nabil Ma'aloul fait valoir ses droits en faisant jouer la clause d'une résiliation unilatérale alors que les résultats plaident en sa faveur. Toutes les explications avec Hamza Rahmouni. Après la Super Coupe et la victoire du Mouloudia d'Alger au pénalty devant le Chabab Riadi de Belouizdad, les deux clubs se retrouvent ce dimanche au stade du Saint-Juillet pour une nouvelle explication, cette fois-ci en Coupe d'Algérie. Les clés du derby sous le regard d'Amin Rimouz. Comment exister en Ligue 1 quand on est un club à petit budget? C'est le cas de Magra et de Mostaganem, tour d'horizon des clubs qui fonctionnent avec un petit budget. Et puis, on parlera du mercato qui s'est terminé avec un regard sur la JS Kabylie, mais surtout, on va s'intéresser à ce nouvel Eldorado pour les joueurs algériens. La Libye, 3 joueurs ont quitté l'Algérie, le championnat de Ligue 1 pour la Libye. Belkacemi, meilleur buteur de l'USMA d'Alger. Haddad, titulaire au Chabab Riadi de Belouizdad, le défenseur. Et Ben Zayed, de la JS Kabylie. Ces 3 joueurs ont rejoint le championnat libyen. Pourquoi? Est-ce que c'est juste l'aspect financier qui fait que nos joueurs s'exilent ou partent jouer en Libye? Avec nous, il y aura un manager qui sera avec nous en direct. C'est Amin qui sera avec nous en direct. Et on le retrouvera tout à l'heure. Voilà, vous avez le décor de l'émission est planté. Sans plus tarder, on va revenir sur cette actualité. Nabil Ma'aloul qui a été remercié, disons-le, unilatéralement en décision prise par l'USMA d'Alger. Ce dernier dit stop, halt, je ne vais pas. Les objectifs sont atteints à mi-parcours, donc c'est une décision unilatérale. Et là, il fait valoir ses droits pour, après cette résiliation unilatérale. Alors on va avoir toutes les explications avec Hamza Rahmouni qui va nous expliquer ce divorce. L'USM Alger, 3e de la Ligue 1, qualifié en quart de finale de la Coupe de la CAF, est toujours en lice en Coupe d'Algérie, a remercié son entraîneur Nabil Ma'aloul. Alors, malgré ce parcours honorable, jusqu'à présent, le club a décidé de se séparer des services du champion d'Afrique 2011 avec l'Espérance de Tunis. En d'autres termes, Nabil Ma'aloul a payé les frais de la lourde défaite concédée lors du derby face au Mouloudia d'Alger. La direction du club, dans un premier temps, a tenté de maintenir le coach et d'opter pour la stabilité avant de céder à la pression de ses supporters. Face au silence de la direction du club et également de l'entraîneur Nabil Ma'aloul qui n'a pas souhaité s'exprimer, nous avons pris attache avec un expert juridique FIFA qui a l'habitude de traiter ce genre d'affaires, en l'occurrence Mehdi Yahi, qui nous parle de cette résiliation. Tout d'abord, il estime que l'USM Alger a bien fait de s'asseoir autour d'une table avec Nabil Ma'aloul et négocier la résiliation du contrat pour éviter de lourdes sanctions de la FIFA. Même si, du côté de l'USM Alger, on était confiant au départ, évoquant l'existence d'une clause qui lui permettrait de résilier le contrat de Nabil Ma'aloul à n'importe quel moment de la saison, en lui octroyant seulement 2 mois de salaire comme indemnité. Suite à l'évolution des faits de cause, afin d'éviter toute lourdeur de sanctions au niveau du tribunal de la FIFA, plus précisément au niveau de la commission du statut de joueur, le club se trouvait dans l'obligation de trouver une solution à l'amiable entre les deux parties afin de résoudre ce litige, étant donné que c'était un contrat à caractère international, d'une part, et de deux, donc les faits étaient donc en faveur de l'entraîneur et en défaveur du club. Donc le club se trouvait dans l'obligation de résoudre le litige à l'amiable. Ce litige, ou bien cette affaire, s'est compliquée davantage il y a quelques jours lorsque la direction de l'USM Alger, afin de calmer les esprits à travers les réseaux sociaux et calmer la colère des supporters du club, a balancé un communiqué, c'était le 6 février, pour s'excuser notamment sur cette défaite face au Mouloudia d'Alger.
Alors, dans ce communiqué, il était clairement mentionné la fin de mission de Nabil Maloul, que le contrat a été résilié et que le Brésilien Marcos Paqueta allait lui succéder. Or, le président du conseil d'administration du club, Atman Sahban, n'avait toujours pas rencontré Nabil Maloul et d'ailleurs, il s'était contenté juste de lui signifier la fin de mission à travers le coordinateur général du club, en l'occurrence Hamza Koudri. La mise en demeure adressée par l'avocat de Nabil Maloul a confirmé qu'il y a eu de la maladresse du côté de la direction de l'USM Alger. Explication avec Mehdi Yahi. Effectivement, le dossier a pris une autre tournure à partir du moment où le club avait communiqué sur sa page officielle que les deux parties ont résilié le contrat d'un commun accord à l'amiable et l'annonce de la venue et la nomination du nouvel entraîneur à la tête de la barre technique. On arrive à avoir une lecture plus ou moins clair à travers la mise en demeure envoyée par l'avocat de l'entraîneur qui nie formellement ces faits de cause. C'est-à-dire que tout ce qui a été communiqué à travers la page officielle du club a été quand même une pièce à charge très lourde qui a aujourd'hui donc redonné une autre dimension à ce dossier-là. Je m'explique. Nabil Maloul était toujours en poste. D'ailleurs, il figurait dans la liste, la fête de match, des 2 matchs qu'il a coaché après ce communiqué. Et donc aujourd'hui, la nomination du nouvel entraîneur et donc l'annonce de cette résiliation de contrat à l'amiable s'inscrit dans un caractère d'harcèlement qui est strictement interdit par la FIFA via son annexe 3, article 4 alinéa 2, qui s'inscrit, je le répète, dans un registre d'un comportement abusif qui force la partie à modifier les termes ou à résilier son contrat de travail. Et aujourd'hui, cette pièce à charge donnera la juste cause à la partie aisée sur la juste cause. En d'autres termes, c'est une série de maladresses de la direction de l'USMA d'Alger à travers le communiqué qu'on a pu lire, où on annonçait le départ de l'entraîneur et l'arrivée de Paqueta alors que Nabil Maloul est en poste. Eh bien, ça a mis Nabil Maloul se retrouve dans position de force. Ajouter à cela, l'équipe est 3e, l'équipe est qualifiée en Coupe d'Algérie et l'équipe va jouer un quart de finale de Coupe de la Confédération africaine de football. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? À l'exception, vous l'avez dit Hamza, de cette défaite qui a fait très mal contre le Mouloudia d'Alger. Et oui, notre interlocuteur Mehdi Yahi qui parle également de l'exécution des clauses de résiliation que l'USMA d'Alger n'a pas su mettre en exécution cette clause des 2 mois de salaire comme indemnité, car il fallait tout simplement lui notifier par écrit. Mehdi Yahi. Par ailleurs, l'exécution des clauses de résiliation se repose sur des mécanismes et des procédures. Encore une fois, à travers la mise en demeure envoyée par l'avocat, on comprend qu'aucune notification au PV de réunion atteste la mise en exécution de la résiliation du contrat entre les deux parties à effet immédiat après le match de Magra, comme il a été communiqué sur le site officiel du club. Encore une fois, c'est une pièce à charge qui atteste l'harcèlement et le comportement abusif de l'employeur vis-à-vis de son employé. Et voilà, et pour ce qui est des indemnités, il faut savoir que Nabil Maloul a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire jusqu'en fin de saison. Parce que rappelons qu'il avait un contrat qui l'emmenait jusqu'en 2026. Au début, les dirigeants de l'USMA d'Alger, ils se sont dit on va jouer la stabilité technique. Donc on prend un entraîneur sur 2 ans. De toute façon, il n'y a pas d'entraîneur qui signe pour 6 mois. Donc 2 ans jusqu'en 2026. Mais voilà qu'en cours de route, une défaite bouleverse tout le programme. Pour ce qui est du calcul des indemnités, Mehdi Yahi nous explique comment, au niveau de la FIFA, la commission des statuts de joueurs, calcule les indemnités d'un entraîneur lorsqu'un contrat est résilié.
Vu la confidentialité du dossier, aujourd'hui on n'a pas de détails sur l'indemnité de résiliation stipulée sur le contrat, mais on a pu entendre de part et d'autre que il y avait une clause de résiliation des deux parties à hauteur de 2 mois de salaire comme indemnité de résiliation. Aujourd'hui, ce que je peux répondre sur les indemnités de résiliation, il y a le caractère de la proportionnalité à prendre en considération. Sur ce cas d'espèce, il y a la durée du contrat donc qui est un contrat de 2 ans, donc il y a une valeur résiduelle quand même de 18 mois restante, et donc il y a aussi le manque à gagner par rapport aux primes liées aux objectifs à prendre en considération lors du calcul. Aujourd'hui, n'oublions pas que le club est à 3 points du premier, il est toujours en course en Coupe d'Algérie et il est qualifié en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Ceci dit que toutes les primes exceptionnelles sont considérées comme un manque à gagner avec le montant de la valeur résiduelle à hauteur de 18 mois de salaire. Avoir 2 mois comme indemnité de résiliation en parallèle, la clause sera donc considérée comme nulle et non avenue par rapport au caractère de proportionnalité par les instances juridictionnelles, donc au niveau du tribunal du football. Donc aujourd'hui, les clauses contractuelles doivent être calculées et donc doivent respecter ce caractère de proportionnalité. Aujourd'hui, du côté de l'USMA, on doit donc s'estimer heureux et... S'estimer heureux pourquoi? Parce qu'on s'en sort avec... De 2 mois de salaire, on passe jusqu'à la fin de la saison, ajouter les indemnités à... Oui, mais on a évité de payer d'aller à la fédération. D'aller à la FIFA, on s'en sort donc d'une sanction. Ça dépend comment vous voyez le verre, si vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend où vous vous situez. Non, mais du côté de l'USMA, c'est-à-dire qu'on a évité les dégâts, parce si Nabil Maloul est parti à la FIFA, là il aurait eu vraiment l'addition aurait été plus lourde et une grosse indemnité, comme l'explique d'ailleurs Mehdi Yahi. Vous savez, les sanctions au niveau des instances juridictionnelles de la FIFA sont souvent lourdes. En ce cas d'espèce, il faut prendre en considération la valeur résiduelle restante du contrat, qui est quand même de 18 mois, qui n'est pas rien. Il y a le manque à gagner aussi des primes liées aux objectifs des différentes compétitions. Il y a le club qui est qualifié en Coupe de la Confédération africaine de football. Il est à 3 points du leader du championnat. Il est encore qualifié en Coupe d'Algérie. C'est le total qui va faire donc l'indemnité de résiliation octroyée à l'entraîneur, étant donné que tous les éléments aujourd'hui, selon les faits de cause, sont en sa faveur. C'est pour cela qu'on s'est prononcé que le club est dans l'obligation de trouver une solution en amiable avec l'entraîneur. La page Nabil Maloul est définitivement tournée à l'USMA en attendant la prise de fonction du Brésilien Marcos Paqueta, qui a été annoncé par la direction du club. L'addition est tout de même salée du côté de l'USMA d'Alger. D'accord, si les objectifs n'avaient pas été atteints, on pourrait dire bon, ils ont eu raison, mais là, ça pose des problèmes en termes de gestion. Merci encore une fois Hamza Rahmouni. On va revenir au terrain. Rappelez-vous, il y a une semaine, ils s'affrontaient pour une finale de Supercoupe. 4 buts, séance de tir au but, c'est le Mouloudia d'Alger qui a gagné. Ce dimanche, il se retrouve pour un match de Coupe d'Algérie, c'est le Mouloudia d'Alger et le CRB. Les clés du match, on va tenter de se projeter sur ce match avec Amine Rimouz. Rimouz, bonjour. Bonjour Ma'ammar, bonjour tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors Rimouz, c'est le regard du technicien. Ces deux équipes, tout d'abord, le Mouloudia d'Alger qui mène 2-0, le CRB qui revient, ça a été un match à rebondissement, ascenseur émotionnel, les pénaltys, ça sourit au Mouloudia d'Alger. Le CRB qui gagne contre Renchla, l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la barre technique, le Bosnien Ramovic. Et du côté du Mouloudia d'Alger, une belle victoire hier contre la JS Kabylie. Donc c'est deux équipes qui sont sur une dynamique de victoire. C'est le premier également contre le deuxième en championnat. Et cette fois-ci, c'est des retrouvailles en Coupe d'Algérie. J'ai dressé le tableau, la photographie, la voilà. Alors, Rimouz, les clés du match, ça va se jouer à quel niveau ? Je crois que, d'abord, si on a décortiqué d'abord le jeu du CRB ou le jeu du MCA, on dirait que le CRB est plus entreprenant dans son jeu de position, avec une bonne sortie de balle, un jeu bien en place au milieu de terrain, grâce à Belrit et Mayo. En général, je crois devant le Khenchila, le CRB
à étaler tout son talent, disons tout son jeu collectif. Mais devant un adversaire comme le MCA, ça sera pas aussi facile. Disons que le MCA est tout le contraire, c'est une équipe qui assure plus défensivement, qui essaye de presser son adversaire, d'aller sur des attaques rapides et faire la différence grâce à un trio très efficace comme Naïdi, Tabti et Bayazid. Je crois en général le coach Mouloudien, c'est un coach devant des derbys, nous a montré qu'il était plus prudent, qui insistait plus sur son assise défensive. Hier, le Mouloudia devant la JSK a essayé de monter son bloc et de jouer pressé haut, mais on a vu sa fragilité dans l'axe et comment il a encaissé 2 buts malgré sa victoire. D'un autre côté, le CRB aussi, je crois, quand il joue très haut, a des problèmes aussi dans l'axe. Je crois que les deux équipes vont être très prudentes dans un match de coupe où l'erreur est fatale, aussi bien pour le MCA que pour le CRB. Je crois que nous allons aller sur des blocs médians qui vont essayer de contrôler le jeu adverse. Il y aura un grand duel entre les milieux de terrain, c'est-à-dire les deux joueurs du MCA en vogue pour l'instant, Belkhamassa et Tabti, et bien sûr du côté du CRB, Belrit et Yago qui fait beaucoup de mal au niveau du CRB avec des passes décisives et aussi sa puissance en allant vers l'avant. Il pousse bien son équipe vers l'avant, il donne de bonnes balles à Musienne et à l'attaquant qui revient en force au niveau du CRB, Mahious. Voilà en général ce qu'on peut dire sur les deux équipes. Alors également pour les deux équipes ont changé d'entraîneur. Le CRB c'est le 3e entraîneur. L'un est parti, je le tiens, Ramolani avait quitté le club. Il est parti volontairement. L'arrivée d'un nouvel entraîneur qui vient de découvrir l'équipe, de l'autre c'est également un nouvel entraîneur mais qui est installé depuis un peu plus longtemps. Est-ce que ça peut jouer sur ce type de match? Oui, je crois que le coach Mouloudien connaît mieux le CRB. Peut-être il a, du moment qu'il l'a déjà vu sur le terrain, en confrontation directe. En plus de cela, je crois qu'il connaît mieux son équipe d'abord. Il connaît quelles sont les clés qu'il peut utiliser devant le CRB. D'un autre côté, comme je l'ai bien dit devant Khenchla, le coach du CRB a montré une bonne dynamique offensive. Il a étalé son jeu, il a fait de bonnes sorties de balles derrière. On a dominé une équipe Khenchla qui n'était pas aussi conquérante, disons, au stade Mandela. Mais je crois que il a aujourd'hui une idée grâce à la vidéo, on peut avoir des idées. Est-ce que l'entraîneur du CRB connaît bien son équipe et connaît bien ses atouts? Surtout, je crois qu'il y a quelques éléments qui commencent à briller au CRB et qui commencent à concurrencer, disons, les titulaires comme Belkhair ou Mziane ou Mahious, voilà, en général. Alors, il y a également, puisque vous l'avez dit, il a tenté un coup, par exemple, lors du dernier match, Boukarchaoui sur le côté droit. Voilà, et je crois qu'il apporte, il est en train d'apporter cette concurrence peut-être qui était absente au CRB et de donner une nouvelle dynamique au groupe. Alors, on a également deux stratégies différentes. Une équipe du CRB qui n'a pas recruté sur ce mercato, et disons-le, qui a perdu également un axial qui était titulaire, qui avait pour nom Haddad, c'est Bakou, qui est un jeune qui a joué contre le Mouloudia d'Alger en Supercoupe, qui vient d'intégrer l'équipe senior, c'est tout récent, et de l'autre, le Mouloudia d'Alger, qui a recruté, par exemple, durant le mercato. C'est deux approches différentes également. Oui, je crois que c'est des objectifs. Je crois que le Mouloudia, aujourd'hui, il joue sur trois fronts. Il est sur la Coupe, il est sur le championnat, il est sur la Champions League. Contrairement au CRB qui vient perdre un de ses objectifs majeurs qui est la Champions League. Je crois que ce match est décisif pour le CRB, plus que pour le MCA, du moment que le MCA a toujours, il est toujours en course sur tous les fronts. Le CRB doit gagner ce match et doit passer au prochain tour. Je crois que la pression est plus sur le CRB. Je ne sais pas si le coach le perçoit, mais je crois que sur la direction, les joueurs et tout ça, et le public,
ce match est pesant. Il est pesant par rapport au nombre de l'adversaire ou par rapport à la compétition? Par rapport à la compétition, je crois que le CRB a besoin de se mettre en confiance et a besoin d'aller loin dans cette compétition de Coupe d'Algérie. Ils sont détenteurs du trophée. Surtout. Et c'était leur 3e finale de suite, hein, rappelons-le. Oui, je crois que c'est une performance et j'espère qu'il terminera encore cette année finaliste. Alors, quand on regarde également les deux équipes, et je m'adresse à l'entraîneur que vous êtes, c'est quasiment des équipes qui jouent tous les 3 jours. Le CRB a 1 jour de récupération de plus que le Mouloudia d'Alger. Ça pèse dans la balance ou pas? Pas vraiment, je crois. Disons, l'effectif qu'ont les deux équipes leur permet de faire tourner leurs joueurs. On a vu le CRB a donné la chance à certains joueurs. Je crois que même Ben Yahya a fait tourner son équipe dans le match contre la JSK hier. Je crois que les deux équipes ont suffisamment de talent pour pallier à ces manques ou peut-être gérer la forme de ces joueurs. La pelouse du 5 juillet, si elle est dans le même état qu'hier, ça va pas être facile pour les joueurs. On a vu notamment sur les appuis. Hein. Ça a été très compliqué. Oui, je crois que c'est difficile. Un terrain qui reçoit maintenant plusieurs matchs en une semaine, je crois. Hier, c'était par moments, sur certains endroits, c'était du patinage artistique. Oui, je ne sais pas si la direction du Saint-Juillet a pris toutes les dispositions pour préparer le terrain à ce match. Disons, on a joué la Supercoupe il n'y a pas 4 jours et on enchaîne avec les matchs de championnat. Et maintenant, je crois que la pelouse va peiner. Très bien, il faut le dire, hein, quand vous dites la pelouse ne va pas aider les joueurs, c'est vrai que pour les équipes joueuses, c'est très compliqué sur ce type de pelouse. Oui, c'est pour ça que je... Par exemple, j'ai remarqué hier le Mouloudia d'Alger, je ne sais pas si vous avez partagé mon avis ou pas, ou plutôt du côté de la JSK notamment, le Mouloudia également, le CRB l'a fait. On a tendance à changer ces derniers temps les sorties de ballon à une touche de balle, en déviation. Oui, on essaie de jouer surtout sur le pressing adverse. Hier, le Mouloudia a pressé haut. La JSK. Alors la JSK, disant qu'elle donnait l'impression de vouloir jouer court, mais elle cherchait plus la profondeur. C'est-à-dire au moment où le ballon sort sur le pied de l'arrière central. Dès qu'ils ils aspiraient le bloc, pour les prendre. Voilà, ils aspiraient le bloc. Le gardien de la JSK jouait immédiatement dans le dos du bloc adverse. Et c'est ce qui a fait un peu la réussite de la JSK. On a vu comment le Mouloudia était en difficulté sur un bloc médian ou là un bloc haut. À chaque fois, donc les 2 buts qu'ont encaissés hier le Mouloudia étaient dans le dos de la défense en plein axe. Et je crois que c'est là la difficulté du Mouloudia. Le Mouloudia à bloc médian, bloc bas sont bien en place, mais dès qu'ils essaient de presser très haut, ils ont des difficultés à fermer les espaces, fermer les angles de passe et récupérer le ballon. Je crois hier, ils ont un peu sous-estimé l'équipe de la JSK et ils l'ont payé cash. Dernière question, le CRB également avec un joueur qui monte en puissance, vous en avez parlé, c'est Mayo qui a marqué un superbe but mais qui s'est blessé. Alors est-ce qu'ils pourront le récupérer ou pas? Grand point d'interrogation. J'espère parce que Mayo aujourd'hui c'est une clé au niveau du CRB, c'est le joueur, je pense que c'est le joueur le plus en forme dans cette équipe et le plus enthousiasme, il donne du rythme. Il apporte de la fraîcheur dans le jeu. Voilà, il a une très bonne clairvoyance aussi. Je crois qu'il donne beaucoup de balles décisives. Nous l'avons vu déjà devant Khelchla ou devant le Mouloudia. Je crois que c'est une clé importante pour l'échiquier de l'entraîneur du CRB. Merci Amine Rimouz d'avoir été avec nous en direct, d'avoir justement apporté des réponses à ce qui pourrait constituer les clés du match. Merci Amine Rimouz. Encore une fois, ce match se jouera dimanche au stade du 5 juillet, des retrouvailles entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Brigadi de Belouizdad. 11h29 sur Alger 3. Comment exister, comment travailler, comment se maintenir en Ligue 1 quand on est un club à petit budget? Alors est-ce que l'entraîneur il doit réfléchir peut-être 2 fois plus que dans un club où, disons-le, hein, là c'est des gros budgets. Alors, Fouad Bouali est avec nous, entraîneur de Magra club à petit budget. Fouad, bonjour.
Bonjour Mamar et bonjour aux auditeurs. Fouad Bouali, quand on est entraîneur d'un club à petit budget, j'ai dit un tour d'horizon, il y a Magala, il y a le Bayard, il y a Biskra. Comment on fait quand on est entraîneur d'un club à petit budget pour pouvoir faire face aux grosses écuries ou disons les clubs à gros budget de la Ligue 1? Je pense que l'équation elle est simple. Un club à petit budget, il va chercher des joueurs qui sont pas connus. Au départ, ils ont des petits noms. Après, ils vont travailler le dur, donc le coach peut les faire travailler. Bon, c'est le cas, donc chez nous actuellement, on essaye de l'expliquer, mais il faut bien travailler pour aller ailleurs, pour aller dans un endroit où vous pouvez être à l'aise sur le plan du travail, de la récupération, et éventuellement, bien sûr, sur le plan financier. C'est-à-dire, c'est des tremplins, c'est ça? Par exemple, je suis jeune joueur, j'ai pas de temps de jeu dans une équipe, je vais à Magala, j'aurai du temps de jeu, ou si je suis un joueur déjà confirmé, mais je me suis perdu entre-temps, c'est dans ce club-là, par exemple, où je vais me relancer, je vais relancer ma carrière. Je me souviens que Seriout était passé par Tejnant pour pouvoir relancer sa carrière. Il y a Ribéry, hein, au niveau mondial, il y a Mahrez, ça c'est la loi du football. On peut pas tous aller jouer du premier coup, sauf si on est une star née. Dès le départ, on a toutes les qualités pour figurer parmi les meilleurs et pour être dans un club UP, pour jouer les titres et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les clubs à petit budget, donc généralement, ils vont jouer pour une place honorable, sinon le maintien. Les autres, ils sont là, ils ont tout ce qu'il faut pour justement jouer dans la cour des grands, comme on dit. Mais sinon, c'est ma façon de faire, c'est motiver mes joueurs, travailler et aller chercher une place au soleil, comme on dit. Alors, une place au soleil, que vous l'avez dit, c'est soit le maintien, ou une place honorable. Je prends Magala, c'est quasiment chaque année le maintien. Je sais pas, j'étais pas là. Oui. Non, mais il suffit de on en a discuté. Oui, on en a discuté et c'est vrai que l'argent est important. C'est pas les grosses sommes, pas les gros budgets, mais le minimum est important pour la récupération, pour le travail, pour les déplacements, la qualité aussi des déplacements, parce qu'il faut le dire, les gens ne le savent pas, les petits clubs souffrent. Et les petits clubs se déplacent 1000 km, je sais pas, 1200 et ainsi de suite en bus. Par exemple, quand vous allez jouer à Béchar contre la JS Saoura, vous le faites en bus? Bon, je sais pas comment ils ont fait, mais là, on va recevoir Béchar. Ah, et très on bien. est parti, oui, par exemple, on va sur Alger, c'est à chaque fois en bus, mais c'est pas une catastrophe. Quand c'est 400 km, 500 km, c'est pas une catastrophe. La catastrophe, c'est quand vous faites, faut pas oublier le retour. Donc, si on cumule l'aller-retour, ça enlève de la fraîcheur physique. On devrait travailler plus sur la récupération que travailler sur la qualité et la capacité. Donc voilà, c'est d'où la difficulté des petits clubs qui sont pas nantis en moyens financiers. Est-ce que c'est une source de motivation pour les joueurs? Je pense qu'il y a un discours franc et juste, je pense que oui, parce que pour pouvoir se surpasser. On peut prendre des exemples, dans la vie de tous les jours. Combien de savants de niveau mondial sont issus de petits villages avec des moyens nuls et ils sont allés au sommet. Donc, je pense que celui qui est là, il est plus motivé que celui qui est déjà arrivé. Très bien. Mais alors, juste, est-ce que vous êtes chaque semaine, vous devez aller trouver des solutions, aller chercher, tenter de gagner, de prendre des points face à cette difficulté? Comment travaille l'entraîneur? La débrouille, comment vous faites? On essaye de concentrer tout le travail sur l'esprit du groupe. Parce que, au fait, on peut pas individuellement faire la différence, parce qu'on le sait, c'est pas les big players qui vont venir jouer avec nous. Donc, il y a des joueurs jeunes, ils ont de la qualité, ils veulent confirmer, mais avec l'addition de l'expérience des autres, des joueurs qui ont déjà joué dans des clubs comme Constantine ou Tizi ou le CRB ou des clubs qui ont un nom, je pense, avec l'amalgame de cette jeunesse et du vouloir de réussir avec cette expérience aussi des autres, généralement, voilà, ça peut prendre et ça peut marcher. Mais aussi, comme dans tout le football mondial,
des fois ça ne peut pas marcher, même si on fait ce qu'on fait. Donc voilà, en positif tous les jours, on essaye de dire que l'objectif il n'est pas difficile, parce qu'on va chercher que la première moitié du tableau, donc on va pas chercher le titre. D'un coup, on n'a pas beaucoup de pression sur nos dos, et aussi je pense que les joueurs veulent se donner à fond pour réussir quelque chose et éventuellement pour gagner un autre contrat l'année prochaine, Inch'Allah. Ouais, pour pouvoir se renouveler, parce que quand on regarde le classement, vous êtes premier non relégable. Oui, exactement, à 3 points du 8e. Ouais, donc tout voilà. est là. Oui, ça c'est Voilà, vrai. Vous avez raison de le rappeler. Non, du 8e, non, tout de même, vous êtes plus. Hein. Vous avez aujourd'hui 15 points. 15 points, on est le 18e, il est à la 10e place, je pense. Disons non, voilà, c'est à la 12e place, c'est votre adversaire du jour, Akbou. Voilà. Donc il suffit de cumuler de victoires et après on est sur la première partie du tableau. Et est-ce que c'est difficile? C'est facile. Rien n'est difficile dans la vie. Tout est difficile. Mais c'est une question de confiance, c'est une question de vouloir, c'est une question d'engagement aussi. Si on est confiant, si on est engagé, si on veut faire quelque chose de bien, on peut le faire. Et voilà. Donc si aujourd'hui on est à la première journée de la phase de retour. Donc si ça commence par un bon résultat et on décroche les 3 points, donc voilà, je pense que les choses vont aller crescendo et pourquoi pas, Inch'Allah, remonter au classement. Il y a la pression voilà, Mamar, il y a des clubs, je voulais dire ça, j'ai oublié, il y a des clubs qui étaient deuxième, je pense, même premier, troisième, et là ils sont en difficulté. Ils sont le bas de tableau. Et c'est pas évident pour tout le monde. Donc tout le monde. Votre adversaire du jour avait débuté avec c'était un départ tonitruant, puis ils se sont essoufflés, je pense, notamment à Akbou. Il y a le manque d'expérience, je pense aussi. Est-ce que vous avez la pression du résultat? Par exemple, quand vous jouez une grosse écurie, est-ce qu'il y a la pression du résultat? Elle existe, elle est là? Ou pas? Ou non? Vous dites non? La pression, c'est comme c'est comme aller sur les planches. Donc celui qui n'a pas de pression, il doit arrêter de travailler. Et plus on a de la pression, donc on va vouloir être juste dans le boulot, engagé et tout faire pour réussir. Donc cette pression va nous emmener, et on va l'appeler pression positive, parce qu'elle va nous amener à se surpasser et aller chercher ce qui est pour quelques-uns impossible, qui devient possible. Donc même pour les joueurs, c'est le langage qu'on tient. Il faut travailler. Et par moment, Mamar, vous le savez mieux que moi, un grand club, là où j'étais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, des grandes stars que j'avais dans mon équipe n'étaient pas payées 6, 7, 8 mois. Et on est allé d'une place inconfortable, qui était la 14e, et on est allé chercher la 6e place avec une qualification en quart finale de la coupe arabe. Et avec des résultats probants, et éventuellement avec un transfert d'un big joueur qui est Islam Simani, on lui passe le bonjour. Donc c'était tout à fait sur le terrain. Donc on a oublié les finances et tout. On est resté donc sur le travail. Et à l'époque, je pense qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Il y avait une superbe remontée au classement. Voilà. Alors, en plus, la particularité de Magra, c'est que ce n'est pas un chef-lieu de wilaya. Un petit village, oui. C'est un petit village. C'est pour ça qu'il y a tout le mérite également. Tout le mérite pour cette équipe de Magra. Aujourd'hui, c'est un zoo. Bah oui, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas d'hôtel ici, par exemple. Mais c'est serein, c'est tranquille, il faut le dire. C'est tranquille. L'avantage que beaucoup de clubs n'ont pas, c'est qu'on a un terrain que pour nous. On peut programmer le travail interne à n'importe quelle heure. Le matin, l'après-midi, le soir, vers le tard. Et éventuellement on a une salle de muscu, donc disponible que pour nous, donc c'est très bien équipé et tout. Après il y a un restaurant pour les joueurs, et après bon il y a un hébergement, il n'est pas top classe, mais un hébergement où les joueurs sont tranquilles, même la ville aussi, il faut le dire, même la petite ville là où on est, voilà, tout le monde travaille sur la récupération, donc on est obligé de faire que de la récupération. Et actuellement dans le monde du sport en général, c'est la récupération, c'est une partie importante dans la réussite. C'est pourquoi j'ai rappelé le fait que Magra n'était pas un chef-lieu de wilaya. C'est pour dire que pour les supporters de Magra, eh bien, ils ont la chance d'avoir une exposition médiatique et d'avoir une équipe dans le championnat de Ligue 1.
c'est clair. Le football, c'est clair, le football peut faire beaucoup de bonnes choses. Il y a des pays qui n'étaient pas connus il n'y a pas longtemps, et que ce soit les coupes continentales ou intercontinentales, on fait parler de ces pays. Ils sont devenus des pays modèles et des pays où peut-être beaucoup de choses ont changé par rapport au football et par rapport aussi au tourisme, à l'économie et aux relations diplomato-économiques et ceci et cela. Je pense que le football, c'est l'opium. Donc tous les peuples du monde actuellement, on sait ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, l'engouement qu'il y a. Alors il y a quelques années, les stades étaient vides. Et tout ça, c'est le football. Ils viennent de proposer 1 milliard sur un contrat de 5 ans à Vinicius Junior. C'est pour vous dire, il y a de fortes possibilités. Voilà. Merci, Fouad Bouali. On vous souhaite bonne chance à vous. Le bonjour à tes invités, j'ai oublié. Merci. Non, ils sont tout le monde aujourd'hui. On n'a pas en présentiel, mais merci également à tous ceux qui nous reçoivent. Merci encore une fois, Fouad. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Alors, on va rester avec ces clubs également à petit budget. Ça, c'est le nouveau promu. C'est l'Espérance de Mostaganem qui a changé d'entraîneur cette saison. Ils ont consommé les entraîneurs comme les Kleenex du côté de l'Espérance de Mostaganem. Le club est relégable. Ils ont fait appel à un entraîneur. C'est Leknaoui. Leknaoui, bonjour. Bonjour, Mammar, et bonjour à tous les auditeurs. Merci, vous êtes dans un club à grosse consommation d'entraîneurs cette saison. Vous arrivez avec une mission à maintenir le club en Ligue 1, je suppose. Oui, c'est ça. Alors comment on fait quand on arrive dans un club qu'on va découvrir avec une mission le maintien? Au mercato, il y a eu Belamri qui a rejoint, c'est un grand nom du championnat et du football national qui a rejoint le club. Comment ça se passe? Bon, voilà, c'est vrai que moi je suis le 3e entraîneur. C'est pas facile de prendre une équipe qui, déjà, il y a 2 entraîneurs qui ont passé, de philosophie de jeu, de plusieurs choses qui changent. Donc, c'est vrai que l'équipe était en crise de résultats. Entre parenthèses, par rapport aux matchs de coupe et de championnat, on est sur 5 matchs sans défaite. Ça, c'est déjà un point très positif, surtout sur un aspect mental, surtout que l'équipe enregistrée sur 7 à 8 matchs, l'équipe n'a récolté que 2 points. C'est un peu difficile. Au mercato, on a pu, avec bien sûr la direction, on a pu renforcer l'équipe par rapport au déficit qu'il y avait, au manque qu'il y avait à certains postes. Donc on a pu avoir Belamri avec nous, avec toute son expérience. Il est là, il apporte ce plus-là. Avec un gardien de but, Walid Ouabdi aussi, qu'on a recruté, avec 2 Africains, Kamara et Moloko, un milieu de terrain et un attaquant, et plus Mbarak qui était à l'USMA. C'est-à-dire on a fait de sorte de renforcer un petit peu notre effectif par rapport à cette situation de relégable et pour avoir, disons, ce groupe-là, une équipe, disons, avec un banc de touche riche. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur 11 joueurs. Très bien. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, vous avez fait match nul hier contre le CS Constantine, 0-0? Oui. Très bien. Vous laissez des points à domicile, déplacements. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous regardez le championnat de Ligue 1, vous pensez que le maintien est dans vos cordes? Écoutez, Mohamed, c'est vrai qu'on a raté 2 points à domicile. Mais quand on prend, c'est un début d'une phase retour. Il n'y a pas beaucoup de différence de points entre les clubs. Il faut positiver ce match nul parce qu'au vu de la prestation, l'équipe, surtout en deuxième mi-temps, où on a dominé notre adversaire de bout en bout, il nous manquait un petit peu cette dernière passe, ce dernier placement devant les buts. Mais au vu de la progression de cette équipe-là depuis quelques semaines, on voit, il faut y croire, parce que ce maintien-là, il ne va pas se jouer sur 1 voire 2 matchs. Ce maintien-là, il peut aller jusqu'à la dernière journée. Et personnellement, j'ai eu cette expérience avec le Paradou. On a joué presque toute la phase de retour des matchs finaux et on a pu se maintenir au dernier match. Vous avez précédé ma question. Et on a fait appel à vous parce que, disons-le, sur des situations très compliquées, notamment pour pouvoir se maintenir, les dirigeants ont dit on prend quelqu'un qui a l'expérience à ce niveau-là, qui peut gérer ce type de situation. Oui, c'est par rapport à ça, peut-être que un vécu que j'ai vécu avec certains clubs, que ce soit au MCO, que ce soit dernièrement avec le Parado. Donc, j'essaye de mettre ces expériences-là au service du Taraji Mostaganem
comme je vous l'ai dit, un maintien ne se joue pas sur 1 voire 2 matchs. Ça, je suis d'accord, mais quand vous perdez des matchs à des points à domicile, c'est que ça se complique tout de même. Mais écoutez, Mahmoud, si on perd un match à des points à domicile, c'est-à-dire... Il faudra aller chercher à l'extérieur. Mais on pourra aussi ramener des matchs de l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire on va compenser ça. Et on a toutes les capacités. Quand on voit actuellement la progression de cette équipe-là, la présence des joueurs, donc on peut dire que Mostaganem a toutes les chances de se maintenir en Ligue 1, Inch'Allah. L'apport de Belamri? Bon, il est là, il est positif, il rapporte beaucoup de choses au sein du groupe. Sa présence sur le terrain aussi m'aide, moi en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire, il essaie de transmettre beaucoup de choses sur le terrain. Vraiment, depuis qu'il est avec nous, même sur le terrain, on sent qu'il y a un leader qui apporte ce plus-là qui nous manquait. Très bien. Pourquoi j'ai dit il y a un tour d'horizon des clubs? Parce que c'est pas un club à gros budget, l'Espérance de Mostaganem. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté face aux grosses écuries également. Ce qui fait d'abord... Ce qui fait mal à Mostaganem, c'est l'état. C'est l'état du terrain. C'est vraiment... Ah, c'est vrai que pas bon du tout. C'est vraiment malheureux. Mostaganem, c'est le chef-lieu, un terrain en gazon naturel. On ne peut pas développer notre jeu. On est une équipe joueuse, on a beaucoup de joueurs. Mais les dirigeants savaient qu'ils avaient accédé, ils n'auraient pas pu travailler sur le terrain durant l'été dernier. Mais le problème qui se pose, l'année passée, l'état de terrain était impeccable. Pourquoi cette année-là, l'état de terrain est comme ça? Surtout pendant l'été, on pouvait voir comment l'état de terrain soit bien et aussi, Monsieur Mahamar, quand il y a un terrain en gazon naturel, il n'y a pas de réplique pour s'entraîner. Ah, ça pose de gros problèmes, hein. C'est un entretien. C'est tout à fait normal que parce que normalement on n'utilise pas le terrain pour les entraînements. Ce terrain-là, il est uniquement pour la compétition. Donc cela fait que ça nous gêne un petit peu. On est en train de changer un petit peu notre style de jeu. On joue sur un jeu lent, des fois sur un deuxième ballon. Et par rapport à notre effectif, c'est un peu difficile parce qu'on est une équipe joueuse. Oui, ça j'ai eu l'occasion de le voir. Eh bien, le Knaoui, nous on peut vous souhaiter bon vent avec votre équipe, l'Espérance de Mostaganem. Je rappelle, vous avez fait match nul hier et vous dites le maintien est dans nos cordes. Les difficultés, vous arrivez comme 3e entraîneur avec un objectif maintenir le club dans ce championnat de Ligue 1, un club qui est en train de faire son apprentissage, il faut le rappeler, après plus de 20 ans d'absence en Ligue 1. Merci encore une fois. Merci et bon vent. Voilà concernant... On a pris 12 exemples, hein. Mostaganem à nouveau promu, Magara également. Magara, la différence, Magara n'est pas un chef-lieu de wilaya. Le mercato terminé, on a annoncé une équipe de la JSK qui est complètement transformée, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, des joueurs recrutés, mais il y a même un Russe qui a rejoint, qui a joué au Lokomotiv en Russie de Moscou et qui a été sous les ordres de Zimbauer. Eh bien, pour nous parler de ce mercato, Mohamed Haouchine. Alors que la JS Kabylie a libéré 5 joueurs durant ce mercato hivernal, soit Ouattara et Kanouté qui sont repartis chez eux, tout comme Lounès Adjout, venu du Serbe Louisded, qui a opté, lui, pour l'Olympique d'Arbou. Matala a été prêté à la JS Saoura alors que Ben Zaïd a été transféré en Libye. Voilà que le club kabyle n'a recruté que 3 joueurs seulement durant ce mercato hivernal. Le premier s'appelle Mehdi Boujma, formé à Guingamp. Il a évolué au FC Rouen, puis au Stade Lavallois. Ensuite, il a rejoint le club de Hatayspor en Super League turque. Mehdi Boujma a vécu un court passage en Hongrie où il a remporté le championnat national avec le prestigieux club de Ferencváros, puis il a porté les couleurs du Çorum Football Club en 2e division turque, et ce, avant d'opter pour la JSK durant ce mercato hivernal. Âgé de 26 ans, il est capable de jouer comme milieu offensif ou demi-récupérateur. Le deuxième joueur s'appelle Reda Mohamed Amin Bencha'a. Il est né le 12 mars 2002, donc 23 ans le mois prochain. Formé au Red Star de Paris, il a évolué d'abord au FC Dijon durant 3 saisons, soit de 2020 à 2023. Le nouveau défenseur central de la JSK a joué cette année au club Kazma Sporting Club du Koweït avant d'opter donc pour la JSK durant cet hiver. Il est à souligner que Reda Bencha'a a connu 2 sélections en équipe nationale algérienne
moyenne des U20, puis 3 sélections en équipe nationale des U23. Enfin, la grande surprise kabyle de ce mercato hivernal nous vient de Russie, ce qui est certainement une grande première dans les annales du football algérien, puisque Ivan Ignachev est un footballeur russe âgé de 26 ans qui a évolué comme avant-centre au Lokomotiv de Moscou avant de porter les couleurs du club serbe Željezničar, puis du club arménien du FC Urartu, avec lequel il a inscrit cette année la bagatelle de 13 buts en 19 matchs joués. D'ailleurs, c'est le nouvel entraîneur allemand de la JSK, Joseph Zimbauer, qui est derrière ce transfert du fait que c'était son coach au club Lokomotiv de Moscou. Aux dernières nouvelles, les dirigeants de la JSK ont mis le prix fort pour engager cet attaquant russe dont on dit beaucoup de bien. Tizouzou, Mohamed Haouchin pour Alger 3. Ben on attendra pour voir, parce qu'il faut toujours une période d'adaptation. On vous le disait tout au début, dans le sommaire de l'émission. Alors, cette saison, il y a eu l'introduction de la VAR. Les arbitres n'ont jamais été aussi, les décisions d'arbitrage n'ont jamais été aussi contestées, malgré la VAR. Est-ce que c'est le fait que nos joueurs ne maîtrisent pas les lois du jeu, ou ils ne les connaissent pas? On va essayer d'essayer de comprendre avec M. Halalchi qui chaque semaine revient pour parler d'arbitrage. M. Halalchi, bonjour. Bonjour M. Mahamar, bonjour cher éditeur. Alors, M. Halalchi, vous avez dû remarquer, tout comme nous, ces contestations qui ne cessent de semaine en semaine. On le voit, les joueurs se regrouper autour de l'arbitre pour contester ses décisions ou demander un carton ou demander un penalty. Comment vous, arbitre, vous l'expliquez? Exactement, M. Mahamar. Moi, je dirais que les contestations deviennent une partie intégrante de notre culture sportive. Et malgré les différentes sanctions imposées aux contestataires par les instances, c'est 100 000 dinars. Ça n'a rien changé pendant 15 ans. Ça c'est pas normal. Bon, pendant 15 ans, il n'y avait pas la VAR. Maintenant, il y a la VAR. Avec la VAR, on voit des contestations. Ça, moi j'ai déjà dit que c'est une culture. Parce que c'est 15 ans, on n'a pas trouvé de solution. À qui le problème? À qui la faute? À qui la faute? Est-ce que c'est justement, alors à qui la faute? Moi, on va essayer tous deux d'abord. Vous avez essayé de vous poser à travers mes questions. Est-ce que, oui, par exemple, les clubs devraient, ils l'ont fait à un moment donné, prendre attache avec des arbitres pour venir expliquer aux joueurs les lois du jeu? Peut-être. Je dis, il y a une méconnaissance des lois. Exactement, mais ça ne suffit pas juste une séance, parce qu'on a fait ça. Non, quand je dis une séance, moi je dis c'est un accompagnement sur toute la saison. Voilà, exactement. Peut-être débriefer également, je m'excuse de vous interrompre, faire le débrief des matchs également. Exactement, on a fait ça, ça fait 2 saisons. Et cette fois-ci, ces derniers jours, la CFA a relancé cette action. Et c'est une bonne initiative. Mais est-ce que les clubs qui doivent travailler sur ce plan? D'ailleurs, je vous donne un exemple, M. Mahamar. Moi, j'ai été un jour dans un club ici à Alger. C'est vrai, les joueurs étaient présents, mais les différents membres de staff n'étaient pas présents à la séance. Il y a d'autres clubs qui étaient présents, ils étaient engagés. Mais ça c'est la Ligue 1. Hein. Alors, c'est pour ça le problème est vraiment profond. Alors que ça, c'est un problème. Le deuxième problème, on est passé à la sanction financière. C'est toujours le club qui paie la sanction. Ça, c'est pas normal. Le club doit, en principe, pénaliser des retenues sur salaire sur le joueur. Exactement. Moi, je vous donne un chiffre, M. Mahamar. Oui. Sur la phase allée, on a eu plus de 5... Pardon, on n'a pas entendu le chiffre, pardon. Oui, la phase allée, juste pour la phase allée. Oui. On a eu plus de 500 cartons jaunes, avertissements, dont 80 contestations de décision. Ça, c'est pour les joueurs seulement, sans compter les membres de différentes staffs. Alors, si on fait un petit calcul, 80 contestations de décision par 100 000 dinars, ça fait 8 millions de dinars de pertes. Et ça, c'est bien pour la Ligue professionnelle. Ça rentre dans le cadre de la Ligue professionnelle. C'est l'argent jeté. Les joueurs payent cette amende. Certainement, ça va diminuer à l'avenir, toutes ces contestations. Beaucoup plus, on parle du comportement.
Oui, c'est le comportement du joueur et même des staffs techniques hein, également par moment. Hein. On a vu les staffs techniques également contestés. Et je pense également que le point d'orgue, ça a été la finale de la Supercoupe. Et ce que je comprends pas également, pourquoi les arbitres, peut-être vous allez nous l'expliquer, ils ont le carton jaune, ils ont le carton rouge. Moi, je vois les matchs des championnats d'Angleterre, les différents championnats étrangers, la Champions League, l'Europa League, la Coupe, la Champions League africaine. Mais les arbitres, ils font jouer justement les cartons à un moment donné, quand le joueur, à travers son comportement, eh bien, commence à poser problème. Oui. La loi stipule mondialement que si un joueur compte avec l'arbitre, il doit recevoir un carton jaune, un avertissement. Ça, c'est clair. Mais les arbitres infligent des cartons pour des contestations de décision. Mais si à chaque fois on donne des cartons comme ça, l'arbitre aussi doit gérer les sanctions disciplinaires. Ce comportement, on doit être ferme. Tous les parties prenantes doivent prendre des conditions concernant ce point. Parce que ça devient... Je redis que ça devient une culture chez nous. Très bien. Vous l'avez résumé, ce qui veut dire en d'autres termes, et vous l'avez dit, la CF a entamé justement une formation au niveau pour les joueurs, au niveau des clubs, et j'espère que ça va se concrétiser, que la donne va complètement changer. Je vous le disais, nouvel Eldorado pour nos joueurs, la Libye. Alors la Libye, je vais vous donner le nom des joueurs. Hachoud, Haddad, Ben Zayed, Belkacmi, le meilleur buteur de l'USMA d'Alger, Haddad, défenseur, qui avait une clause, il a fait jouer sa clause axiale au CRB, Hachoud également, Ben Zayed de la JS Kabylie. Comment expliquer ce départ de nos joueurs vers la Libye? Anis Ben Charban qui a travaillé sur ce dossier, puisqu'il a des joueurs qui sont en Libye. Comment est-ce que vous l'expliquez, Anis? Bonjour. Bonjour, Mohamed. Je m'excuse un peu pour le retard. C'est pas grave. Vous étiez en pleine négociation, je suppose. Oui, en fait, il y a juste le marché russe et le marché libyen qui restent un peu ouverts, qui sont un peu attractifs, donc on essaye de... Alors, comment vous l'expliquez, l'Eldorado? Subitement, tout le monde veut aller en Libye. En fait, pourquoi je dis Eldorado? Ça veut dire qu'il y a un aspect financier là-dedans. En fait, il y a l'aspect financier. En fait, un joueur, il faut savoir qu'un joueur algérien, quand il est ici en Algérie, il y a l'aspect financier. Il y a beaucoup de problèmes en Algérie par rapport au paiement, même avec les équipes qui ont des entreprises. Les salaires sont un peu... très peu de joueurs prennent des $30 000, $40 000 net. Et en Libye, il y a une certaine révolution qui est en train de se faire. Oui. Et il y a certains clubs qui ont des budgets de l'État libyen pour développer le football en Libye. C'est un peu l'Arabie Saoudite de ça fait 10 ans. Voilà. Très bien. Les salaires, par exemple, je vous demande pas de me donner le salaire d'un des joueurs, mais on va prendre un exemple pour un joueur X qui va en Libye. Il multiplie par combien son salaire par rapport au championnat de Ligue 1 pour un joueur titulaire dans une équipe de Ligue 1 qui a une entreprise, par exemple? Il peut multiplier par 2 facilement. En net, facilement. Facilement. Mais sur le projet sportif également, est-ce que le joueur ne voit pas justement, et il perd sur le projet sportif? Je vous pose la question. Par rapport au football libyen, hein, qui rappelons-le, leur club ne brille pas sur la scène continentale. Le joueur algérien n'accorde pas énormément d'importance au talent sportif. Oui. On voit les joueurs qui ont rejoint les clubs qui ont des entreprises en Algérie sans aucun projet, sans rien. Ils veulent juste assurer une pérennité par rapport à leurs finances, par rapport à leur famille. En fait, le joueur algérien n'est pas très ambitieux sur le projet. Sur le projet sportif, il ne regarde pas du tout. Voilà. Il y a certains cas qui regardent, mais majoritairement les joueurs algériens, c'est l'argent. Et voilà. Alors justement, il y a la Libye et il y a la Russie également. Alors la Russie, Mélisègue, Asie. Pourquoi la Russie? Parce que les Européens n'y vont plus? En fait, il y a eu le fait qu'ils sont suspendus? En fait, il y a eu réorientation. Il y a eu réorientation de la stratégie des clubs russes. Et ils veulent prendre des joueurs. En fait, il y a eu, on l'appelle comme on veut, le conflit en Ukraine, il y a eu une loi FIFA qui a cassé les contrats des joueurs étrangers en Russie. En fait, ils avaient investi sur des joueurs à 10, 15, 20 millions d'euros. Ils se sont retrouvés libres du jour au lendemain, Ammar. Donc, ils se sont sentis trahis par les joueurs européens et les agents européens. Donc, ils se tournent vers les nationalités, entre parenthèses, amis de la Russie. Voilà. Donc,
Ils regardent les Maliens, ils regardent les Algériens, les Égyptiens, les Sud-Américains. Et en Russie, ça paye bien aussi? Ça dépend des clubs. Après, il y a des top clubs et il y a des, ah oui, il y a comme des partout, clubs qui... comme partout. Voilà. L'adaptation pour nos joueurs, en Libye ça va, mais en Russie, l'adaptation pour nos joueurs qui beaucoup ne parlent pas anglais, il fait froid, est-ce qu'ils s'adaptent facilement? En fait, il y a un exemple. J'ai l'exemple et le contre-exemple. Il y a le joueur que j'ai pris de l'USMA l'année passée qui est parti au CSK. Franchement, l'adaptation s'est très mal passée. Après, il y a Mrezir, qui est un bon exemple, qui est parti dans un club où il y a moins de pression. Parce qu'il faut savoir que Makachkala, c'est un club, on va dire, d'une région frontalière à l'Azerbaïdjan, c'est au sud de la Russie. Donc c'est pas le CSK, c'est pas le Dynamo. Et il s'est bien adapté. Voilà, ça va, c'est plutôt correct, on va dire. Voilà, donc. Merci, on est obligé de vous quitter parce que bon, il y a eu un petit retard, mais on vous retrouvera sur ce dossier-là. Merci encore une fois, Anis. Avec plaisir. Merci, Anis Ben Chaban, d'avoir été avec nous en direct. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à la réalisation Fouad Hamadi. Moi, je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous cet après-midi dès 15h.